Station. La station de la station. Bonsoir à tous. Nous sommes le mardi 6 janvier 2026. Je suis Marguerite Dutrache, l'hôtesse de vos nuits de culture, et vous écoutez Le Masque et la Plume dans le cul. Ça y est, nous sommes en 2026. Le réalisateur hongrois Béla Tarr est mort aujourd'hui, mais la bonne nouvelle, c'est que Nicole Kidman a décidé d'assumer à nouveau ses cheveux bouclés naturels. Dieu merci. On vous souhaite donc une belle année. Et pour bien commencer ce mois de janvier, nous sommes exceptionnellement en studio et sans public dans les locaux de la radio Station à Aubervilliers, la web radio du lieu La Station Gare des Mines, pour un épisode cinéphole, une table ronde critique des films de l'année 2025. Et pour dresser ce bilan cinéma de l'année 2025, nous avons fait appel à deux plumes dans le cul exceptionnelles, puisque des masques, il n'y en aura clairement pas autour de cette table. Avec nous ce soir, la réalisatrice du film Les Reines du drame et autres courts-métrages tels que De la terreur de mes sœurs ou Les démons de Dorothy, notre marraine la bonne fée, puisqu'elle a été la première invitée du Masque et la plume dans le cul. Alexis Langlois est avec nous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté de revenir. Non, avec grand plaisir. Et bien évidemment, comment parler critique et cinéphilie sans la contribution d'une cinéaste dont les films et les clips nous enveloppent d'une sensualité mystique. Elle est un puits de référence et on avait eu le plaisir de la recevoir dans Le Masque et la plume dans le cul au mois de juin dernier à l'occasion du Festival du film de Fès dont elle était membre du jury. La réalisatrice Laurence Saint-Gaudens est autour de la table. Bonsoir. Et enfin, à mes côtés, nous avons le scénariste, réalisateur et drag queen Sami Cook qui remplace Babouchka Babouche, avec qui il partage une carte UGC, puisque Babouche est allé régler la situation au Venezuela. Bienvenue Babouche, Sami. Merci, j'espère que ça va bien se passer quand même. Et dans la grande tradition des émissions critiques, dont l'une fête ses 70 ans cette année et a visiblement copié notre nom sans nous consulter, Voleur. Toutes les prises de parole visant à perpétuer une culture critique basée sur la mauvaise foi, l'excès, l'hypocrisie et la mesquinerie sont vivement encouragées. Alors la sélection de ce soir est d'ailleurs personnelle et subjective et guidée par un goût du scandale. Sans plus attendre, commençons donc 2026 en discutant du film Alpha de Julia Ducournau, la réalisatrice d'un premier film très réussi, Grave, et d'un deuxième Titane, qui n'a eu ni plus ni moins que la Palme d'Or au Festival de Cannes 2021. Elle est donc revenue en 2025 avec un film qui a coûté cher, des têtes d'affiche comme Tahar Rahim et Goshite Farahani, qui sont tous les deux kabyles dans le film, parce que pourquoi pas, et un scénario qui tient en une phrase: dans un monde dystopique, une mystérieuse maladie transformant les humains en statues de marbre fait des ravages. Alpha, une jeune adolescente, rentre chez elle avec un tatouage après une soirée arrosée et craint d'être contaminée par la maladie. Alors à titre personnel, je pense que le terme d'accident industriel est le plus adapté pour définir le film, dont je n'aime quasiment aucun plan. Mais pour en parler plus en détail, Laurence, toi qui es une grande amatrice de cinéma de genre, qu'en as-tu pensé? Est-ce qu'Alpha, t'as trouvé ça un peu bêta? Non, il faut juste que je me dise que je déposerai plus un seul film en commission après cette émission aujourd'hui, parce que le but c'est et qu'en fait je travaillais sur mon aigreur récemment. Je suis venu en écoutant Enya pour m'apaiser, mais ça va pas du tout être fonctionnel, je pense. Non. Le Alpha, oui, c'est vrai que accident industriel, c'est un peu ce que je me suis dit en sortant, parce que moi, ce qui m'a un peu sauté aux yeux, c'est que j'ai l'habitude de faire la part des choses entre quelque chose qui est de l'ordre de ce que j'aime ou ce que j'aime pas, de vraiment mes goûts personnels, et quelque chose qui va vraiment relever de quelque chose qui n'a pas fonctionné techniquement dans la faisabilité d'un film. Et en fait, ce qui m'a vraiment profondément marqué d'abord sur Alpha, c'est son image. Et juste, il y a un truc global où je me suis dit, on parle quand même d'aimer ces personnages, de créer de l'empathie, et en fait, juste, je trouve qu'il y a quelque chose au niveau des choix visuels du film qui sont faits, et je veux pas, c'est horrible de dire ça comme ça, parce que je ne sais pas quelles ont été les parties pris visuelles exactes
de l'équipe image, mais il y a vraiment quelque chose en fait, qui ne redonne pas du tout de dignité aux personnages, qui ne les aime pas. Enfin, il y a vraiment quelque chose. Moi, je me suis dit, en sortant du film, je me suis dit, bon, bah, je me suis remise moi en question d'abord et je me suis dit, bah, peut-être que je ne comprends pas les partis pris du film et je suis allée voir un maximum ce que Julia Ducournau disait dessus. Et elle parlait essentiellement de vouloir redonner de la dignité, redonner de l'amour. Et en fait, en filmant avec ce filmage-là qui est hyper cru, qui en fait, aussi bien dans les cadrages que dans les choix de couleurs, que dans les choix dans les mouvements et tout, il y a quelque chose qui en fait, qui coupe les mouvements, qui coupe tout élan charnel, qui coupe tout amour en fait porté aux personnages et aux actrices. Et c'est ça, moi, d'abord, qui m'a profondément un peu choqué. Et en fait, après, c'est doublé par tous les choix de scénarios qui sont un peu odieux vis-à-vis de ce que ça raconte, vis-à-vis de parler de maladie, vis-à-vis de redonner de la dignité à des personnes malades. Et d'autant plus que ça me touchait particulièrement parce qu'on est dans une ère où c'est très à la mode de réutiliser les narratifs du cinéma de Cronenberg pour parler de redonner de la dignité, etc. Et on parlait avec Alexis récemment de son dernier film qui fait exactement la même chose qu'Alpha, c'est-à-dire parler d'une personne malade et de l'accompagner dans le deuil, etc. Film qu'on aime beaucoup. Voilà, film qu'on adore. Les linceuls de David Cronenberg. Qui m'a bouleversé. Et encore une fois, le traitement n'est pas du tout le même. Il y a vraiment un truc de en fait, prendre le temps. Et en fait, peut-être que c'est l'approche de faire un film de genre avant de faire un film empathique qui me dérange et qui en fait tranche beaucoup avec le cinéma de Cronenberg. Et donc Alexis, tu veux rebondir là-dessus ? Oui, ben moi c'est étrange, enfin je suis assez d'accord avec toi, le film m'a laissé un peu quoi, je dirais. De marbre Oui, de marbre. mais moi justement je trouve que c'est pas tellement la dimension film de genre, parce que en fait moi j'aime énormément aussi comme toi les films de genre et j'aime quand le genre s'empare de d'un sujet pour parler aussi d'autre chose, mais comment la mise en scène transmet de l'émotion. Et là je trouve que à la fois en termes d'émotion c'est assez sec. Moi il y a peut-être une séquence où j'ai été un peu ému, notamment la séquence finale que je trouve formellement pas si mal. Après, l'idée des personnes qui se transforment en marbre, je la trouve plutôt jolie, mais effectivement, je suis d'accord avec toi. Il y a un truc dans l'exécution que je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça raconte vraiment ? Exactement. Ouais. Et moi, je me suis dit, justement, ce n'est pas un film de genre. Enfin, il y a quelque chose où j'ai l'impression qu'elle veut peut-être se démarquer en disant je ne suis pas qu'une cinéaste de films de genre. Moi j'ai un peu l'impression que le film nous disait tout le temps ça, et en fait je me suis dit mais pourquoi faire ça, pourquoi pas faire un film réaliste si tu n'embrasses pas le genre qui est en fait une toute petite partie du film. Et comme les films de Cronenberg qu'on aime, ou de Carpenter aussi, les grands cinéastes politiques, j'ai l'impression vraiment que là il y a un peu le cul entre deux chaises de faire des grandes scènes un peu presque à la désolé de dire ça, mais à la Keshish, la scène du repas extrêmement étrange où on se demande un peu, on a l'impression que c'est un peu une parodie de Keshish. Et ouais, non, je comprends pas. Et ensuite, donc voilà, moi, il y a un truc qui m'a laissé je savais pas ce que je regardais. Et parfois, ça peut être intéressant de pas savoir ce qu'on regarde. Mais là, il y a eu des moments de gêne et aussi, évidemment, alors voilà, désolé de faire la queerette un peu militante, etc. Mais quand même, pourquoi s'approprier cette histoire-là ? Pourquoi mettre des personnes kabyles ? Pourquoi mettre aussi la métaphore du sida ? Pourquoi parler de ça ? La séquence dans la boîte de nuit ? La séquence dans la boîte de nuit, oui, en plus c'est glauque. Ouais. Justement, tu disais que elle voulait redonner dignité à des personnages. Là, on a l'impression que toutes les personnes qui chopent cette maladie sont en fait parce qu'on peut filmer la marge avec un regard très amoureux, très aimant. Et là, effectivement, j'ai l'impression qu'elle savait pas ce qu'elle filmait. Et moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je ne sais pas ce que j'ai vu, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas voulu s'emparer d'un sujet, et je me suis dit pourquoi vouloir filmer ça de cette manière-là sans vouloir s'emparer du sujet. Et j'ai trouvé que c'était en tout cas j'ai trouvé ça assez gênant. Et puis surtout moi c'est pas l'image, même si l'image je suis d'accord avec toi, mais c'est la musique. J'ai l'impression qu'il y a de la musique tout le temps. Et en plus moi j'aime ça, j'aime De Palma, l'utilisation de la musique, j'aime quand la musique est au premier plan, etc. Mais là on avait l'impression que c'est utiliser la musique comme dans un téléfilm, parce que il manque tellement d'émotion et de mise en scène qu'on va mettre un gros paquet de musique. Et non, vraiment, alors que moi, je suis moins fan de Titane, mais j'aime beaucoup Grave. Et j'avoue que j'ai l'impression, je sais pas, je comprends pas ce film. Pardon, on me fait signe de me taire, donc j'arrête. Non. Et je pense qu'en plus, il y a quand même un sujet de production
Elle s'est retrouvée avec des millions d'euros sans vraiment de productrice qui lui disait écris un scénario et retravaille-le. Samy, tu vas ajouter quelque chose ? Bah, tout d'abord, Marguerite, je voulais te remercier pour nous permettre de tirer sur l'ambulance comme ça. Exactement. Il y a quand même des fans. Hein. Moi, j'ai vu dans les cinéphiles. Oui, il y a des gens qui ont tort. Non, mais moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont capables d'aimer une idée d'un film plus que le film. Ah oui, Et t'as dit que ce film a coûté des millions et qu'elle a fait un peu ce qu'elle voulait. Moi, j'ai du mal à comprendre qu'elle a fait tout ce qu'elle voulait et elle a fait ça. Parce que déjà, c'est moche comme tout. Tu parlais de téléfilms, mais vraiment, j'ai vu des téléfilms France 3 beaucoup plus beaux que ça. Alors que malgré tout le respect que j'ai pour France 3, on n'y va pas pour la beauté du truc. Moi aussi j'avais beaucoup aimé Grave, même si Titan m'avait un peu laissé de marbre. Ouais. Et du coup je lui reconnaîtrais quelques élans qui m'intéressaient. J'avoue que j'étais un peu excitée en découvrant qu'elle faisait un film sur le sida dans les années 80 au Havre. Quand le film était annoncé qu'on l'avait pas encore vu, j'étais là. C'est chouette de ramener du réel dans ce cinéma un peu formaliste, un peu bloqué. Et en fait, elle nous a menti sur le réel qu'elle ramenait parce que j'ai découvert qu'elle était kabyle. Du coup, en fait, c'est sûrement pour ça Elle qu'elle... travaille autour de l'hybridation, en fait. Ouais, c'est sûrement pour ça qu'elle ramène cette famille dans le film. Et pourquoi pas, tu vois, genre, je sens que ça lui est assez intime. Mais du coup, pourquoi... Alors, pardon, du coup, je retire ce que j'ai dit, je ne savais pas ça, donc oubliez toute... Non, mais c'est pas évident, elle ne le crée pas sur tous les toits non plus. Mais pourquoi ramener autant de métaphores et de... Pourquoi autant passer à côté de ton sujet et ne pas assumer ce que tu veux raconter et surtout le faire de manière aussi laide et ampoulée avec de la musique toutes les 5 minutes. Moi, je trouve qu'il y a qu'une scène qui est vraiment réussie, c'est la scène de la piscine. Oui. Qui pour le coup est une scène de genre qui s'assume contrairement à tout le film. Et bon, on en parlera un peu après. Je suis une personne qui manque d'attention. J'avoue que j'ai failli sortir de la salle durant cette scène dans le bus où on comprend qu'en fait il y a plusieurs timelines et qu'on l'avait pas réalisé jusqu'ici. J'avais tellement l'impression qu'on se foutait de ma gueule. Julia Nolan, en fait. Moi, pour être tout à fait honnête, je n'ai pas compris ça. Enfin, je n'ai pas compris les plusieurs timelines. Je suis sorti, on me l'a réexpliqué, je n'ai pas compris du tout que le film fonctionnait comme ça. Enfin. Ça tient pas la route. Et je pense que tu parlais de... Je trouve que c'est un film qui fait un peu réévaluer aussi les 2 premiers films de Julia Ducournau. Malheureusement. Et donc de se demander en fait qu'est-ce qu'elle explorait avant. Et moi, je me demande vraiment qu'est-ce qu'on fait après ça. C'est là où on se dit que ça, je sais, pour le coup. Titan, il y avait peut-être un peu une arnaque, mais on verra pour la suite. Moi, j'espère qu'elle saura se retrouver. Et puisqu'on parle d'Alpha, l'alpha male du cinéma bizarre, David Lynch, est décédé cette année, rendant des milliers de cinéphiles orphelines. Lynch a-t-il ressuscité cependant en la personne de Bigan, dont le film de plus de 3 heures, Résurrection, a fait beaucoup de bruit cette année. Alors, je ne connaissais pas Bigan avant Résurrection, mais Samy m'avait décrit son cinéma comme, je cite, un jeune cinéaste chinois très talentueux qui fait des films avec des couleurs bisexuelles. Alors, effectivement, le film est magnifique, une méditation sur le cinéma où l'on ne comprend absolument rien. Enfin, ça, c'est mon avis. Alors, je sais que je suis le seul à avoir classé ce film dans le flop 2025, mais je sais aussi que Samy s'est endormi pendant les 3/4 du film quand on l'a vu en juin dernier. C'est pas vrai. Voilà, je te donne la parole pour savoir si cette sieste a changé ta manière de ressentir le cinéma. Alors, fact-checker, j'ai, il est vrai, dormi une 30aine de minutes au milieu du film. Et je citerai cette expérience qui m'était arrivée devant le film The Assassin de Hu Xiaoxian il y a quelques années où j'avais eu le même problème de somnolence. Et où, comme avec le film de Bigan, pour autant, j'en retire une expérience très positive où j'ai l'impression d'avoir vu du grand cinéma, d'avoir fait un superbe ride, et je parle bien d'un ride de parc d'attractions, où moi, j'admire ce film qui, à la fois, cite le cinéma, qui raconte tout, mais en même temps rien, qui pour autant m'a énormément touché. Je ne saurais pas te dire de quoi parle le film, hein. Je ne saurais pas te le résumer clairement, et Dieu merci, c'est pas mon travail, mais j'adore. Et comme on le verra avec un film qui est à la suite du programme,
Je crois que moi, j'aime beaucoup les films qu'on n'est pas forcément obligé de comprendre, mais qui nous font ressentir énormément de choses, qui nous font faire un voyage. Et je voulais revoir Résurrection cet après-midi. La neige m'en a malheureusement empêché, mais j'irai le revoir avec grand plaisir dans les prochains jours. Venez avec moi. Oui, puis c'est quand même une expérience. Voilà, la mauvaise foi est autorisée, mais l'expérience visuelle, notamment le plan séquence, est assez Et impressionnant. puis moi, j'adore les films qui sont grave pas moches. Laurence. Oui, c'est drôle que tu parles d'une ride parce que d'une ride de parc d'attraction parce que pour moi, le premier truc qui m'est venu après Résurrection, c'était mon grand coup de cœur de l'année qui était Reflet dans un diamant mort, qui est un autre film sur le cinéma et un autre film comme ça ultra sensoriel qu'on comprend pas forcément et qui part qu'en fait dans une formalité absolument folle et pourtant qui a ses lignes directrices. Et moi aussi j'ai un gros problème d'attention, donc je pense qu'il faut vraiment y aller beaucoup. Enfin, pour que Résurrection ne m'ait pas perdu, je pense que c'était relativement généreux et c'est tellement généreux en termes de ce que ça offre en termes de possibilités formelles que je me suis juste laissé emporter. En fait, c'est un truc de kiffeuse. Moi, je me suis dit, j'ai un ami qui me disait récemment, le cinéma de kiffeur est réellement de retour, là, cette année. Mais c'est grave, ok. Et d'ailleurs, je précise, avant de te redonner la parole, je me suis endormi, mais je t'ai grave pas perdu, hein. Du coup, ta critique, Marguerite, ne me touche pas. Non, en fait, c'est vraiment ce truc d'en sortir et d'être incapable de décrire l'objet parce qu'il y a juste trop de mots, il y a trop de sensations. Et moi, j'adore ce truc premier degré. J'en parlais avec des personnes qui reprochaient peut-être au film son côté un petit peu jusqu'au boutiste, justement dans ce côté premier degré, des grands sentiments, c'est un film qui se veut humaniste, qui se veut universaliste. Et en fait, moi, juste le côté gros sabot, plus c'est gros, plus ça passe, ça m'emporte parce que ça rejoint un truc, tu parlais de De Palma, de kiffeuse premier degré. En fait, la scène en 1999, là, avant le passage des années 2000, j'étais en mode, mais en fait, je suis juste là pour kiffer et il y a rien d'autre qui est questionné. Et en fait, c'est fun, c'est juste généreux et c'est sur ça que j'insiste, c'est qu'en fait, ce que je préfère, c'est voir des réals qui en fait s'amusent. Et en fait, tu sens que c'est un film ludique et comme Reflet dans un diamant mort, il n'y a pas un plan où tu sens pas le degré de fun qui est mis à le faire, quoi. Et presque d'amour en fait dans chaque plan. Parce que du coup, je réagis sur. Je n'ai malheureusement pas encore vu Résurrection, donc il faut que je le rattrape, donc je peux rien dire. Mais tu es valide, ma belle. Mais par rapport à Reflet dans un diamant mort, effectivement, il y a quelque chose de. En fait, ce que je trouve intéressant, c'est quand le formalisme, il transmet des émotions et c'est assez rare aussi, parce que moi, j'avoue que j'aime le récit aussi, mais quand des formes arrivent à créer des émotions, comme Reflet dans un diamant mort, c'est pour ça que du coup, j'ai envie de voir Résurrection. Mais moi, j'ai aussi entendu que justement, c'était assez froid, donc je suis très curieuse après votre... bon, bah voilà, donc je vous redirai quand on fera le prochain top l'année prochaine. Juste top flop. Marguerite, si je peux me permettre de rajouter quelque chose. Dans cette histoire de on est perdu, on comprend pas ce que ça raconte, j'avais aussi l'impression que le film avait presque perdu la censure chinoise parce qu'au milieu du film, tu as une intrigue clairement gay qui est passée et c'est super étrange. Enfin, vous avez vu des films chinois gays récemment, à part le film lesbien de l'année dernière là? Après, il est sorti là-bas parce que il est sorti là-bas, il a marché. Il a grave marché. Il a grave marché là-bas, ouais. Ah, wow. Ouais, et puis il y a en fait, moi je crois que ce qui m'a un peu aussi mis à l'écart, mis à l'extérieur en arrivant dans le film, c'est aussi tout le discours que avant même que le film soit sorti, c'était génial, c'était le nouveau Lynch, etc. Et donc moi j'ai aussi vu un peu un truc de bandeur de cinéphiles. Et non mais tu vois. Et donc moi je trouve. Faut dire kiffeur apparemment. Kiffeur, pardon. J'ai un truc ça me sort un peu de l'expérience quand j'arrive comme ça, on me dit c'est génial et j'ai un peu l'impression que les gens prévoient de voir que c'est génial et j'irais peut-être le revoir en fait parce que nous on l'a vu juste après Cannes lors des reprises de Cannes. Et moi, j'ai vraiment eu le senti de voilà, on se regarde, on cite. Et c'est vrai que Reflet dans un diamant mort est une autre expérimentation autour de la référence du cinéma que je trouve vraiment extrêmement ludique et très très plaisante. Laurence, tu vas ajouter quelque chose? Je voulais juste ajouter que oui, moi la première, ayant ce tempérament d'être en premier lieu, aigri forcément avec tous ces retours, je me suis dit bon bah je suis prête à détester parce que ça m'énerve. Et en plus moi l'idolâtrie autour de Lynch et tout, ça me tendait. Mais en fait, j'étais parti, je voulais juste parler de son film d'avant, Un long voyage à travers la nuit, où en fait, il y a l'une des plus belles scènes de cinéma que j'ai vues de ma vie, que je souhaite à tout le monde de voir en salle, qui est une scène de tyrolienne, où en fait, tu as un personnage qui passe d'un monde à l'autre dans une tyrolienne et le temps s'arrête. Et il y a un truc de mise en scène complètement fou, genre ça dure peut-être 5 minutes ce plan-là, un plan séquence sur une tyrolienne, bref. Faudrait trop qu'on fasse un remake là
C'est à Cergy ou à Créteil qu'ils ont fait Une tyrolienne géante. Ouais, Oui, t'as raison. Créteil Soleil. Oui, J'ai vu les vidéos. Ouais, Valérie Pécresse, ouais. Merci à elle. Ça serait bien de faire un podcast dedans, dans Ouais. les wagons. Ouais, Ouais. grave. Je pense que Valérie, si ça lui apporte de la visibilité, elle donnera des sous. Apparemment, elle écoute le masque et la plume. Ah bah, c'est sûr, c'est fait pour elle. Et puisque je sais d'expérience que certaines personnes autour de cette table font des afters, quelle n'a pas été ma surprise lorsque j'ai découvert que notre panel était en désaccord sur le film sensation techno-déglingue de l'année, Sirat, du franco-espagnol Oliver Laché. Un film que j'ai trouvé en termes d'expérience justement et d'écriture dramaturgique très marquant. Un croisement entre Mad Max Fury Road et Le Salaire de la peur. Oui. Et qui contient une scène qui fait basculer le film dans une autre dimension. C'est d'ailleurs peut-être un peu une des faiblesses du film que tout repose sur cet effet de choc et d'accumulation et de retournement de situation qui s'essouffle un peu à la longue. Qu'on ne spoilera pas. Qu'on ne spoilera pas. Ah oui. Au début, je voulais grave la spoiler, mais Babouche m'a dit non, c'est une question de principe. Ok. Bon. Alors, Toute ma critique Alexis... tourne autour de ça, pardon. Ben, écoute, à tes risques et périls, moi je suis pour. Très bien, très bien. Alexis, et si vous voulez pas être spoilé, coupez pendant 5 minutes et reconnectez dans 5 minutes. Alexis, je crois que tu n'as pas trop aimé l'expérience en terre inconnue d'Oliver Laché. Non, bah moi je voulais même pas parler de ce film, j'avoue, je ne comprends pas le phénomène autour de ce film-là. C'est un film, et d'ailleurs je suis contente parce que quand même quelques personnes autour de moi ont vraiment détesté autant que moi le film. Mais surtout, moi j'ai trouvé, en fait déjà, c'est un peu comme ce que tu disais, comme tout le monde me disait que ça allait être formidable, etc. L'univers des teufs, moi j'adore voir des scènes de fête au cinéma, mais je trouve que généralement c'est quand même assez, parce que là c'est pas vraiment un after d'ailleurs, c'est plutôt une teuf, en tout cas le film s'ouvre sur une teuf. Dans le désert marocain. Oui, et moi je trouvais vraiment que c'était filmé comme encore France 3, mais là France 3 Région, France 3 Cévennes, tu vois, et je me suis dit, voilà. Et non, et je me suis dit genre mais c'est pas possible, est-ce qu'il est déjà allé dans une teuf de sa vie, etc. Moi vraiment j'ai trouvé que c'était là pour le coup vraiment laid. Je trouvais ça très énervant. Il y a quand même en plus il a une sorte de fascination morbide pour les personnes handicapées. Il y a quand même une personne qui a un moignon et il s'est dit que c'était vraiment une grande idée de lui mettre un t-shirt Freaks, le film de Todd Browning que j'adore. Et en fait j'avais l'impression que c'était un film de petit malin et je sais pas, ça m'a vraiment agacé. Et donc j'allais de séquence en séquence et j'étais un peu atterré de séquence en séquence de tout. On avait l'impression qu'il voulait nous choquer et en fait, en plus le film commence avec c'est le fleuve qui mène du paradis à l'enfer qui s'appelle le Sirat, voilà. Et je me suis dit déjà tu poses les couilles sur la table, je déteste quand les gens arrivent, il y a quelque chose de vraiment pas du tout humble dans ce film, et donc ça m'a vraiment, déjà rien que la première citation, j'avoue que ça foutait grave la flemme, donc j'ai vraiment pas, je rentrais avec avec quelque chose de, j'étais déjà pas sûr d'aimer. Et ensuite effectivement, il y a eu 2 choses qui m'ont agacé. Déjà, c'est la première, parce que je sais que les gens, notamment les critiques internet, critiquent beaucoup le jeu des actrices françaises. Et moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis assez... je fais toujours attention à ça, mais j'ai aussi l'impression que les gens confondent jeu et naturalisme. Et en fait, je me dis, il peut y avoir des jeux complètement antinaturalistes qui sont des très bons jeux. Ça dépend aussi de comment on met en scène les actrices. Et là, c'était une tentative naturaliste. D'ailleurs, je ne dis rien contre les actrices parce que je pense que c'est surtout de la faute du réal, mais qui sont dans une espèce de un truc faussement documentaire. C'est pour la plupart des actrices non professionnelles, et ça ne marche pas. Et moi je me suis dit waouh, pourquoi les gens qui sont si qui critiquent tout le temps le jeu des actrices assez férocement, pourquoi là tout le monde adore ce film et personne ne dit rien sur le jeu des actrices qui pour moi je trouve absolument indigent. Et surtout il y a ce truc où en fait c'était trop, et il y a un moment où il y a cette scène que moi je trouve d'une indécence folle. La scène qui fait et en fait je suis parti. Donc je suis parti. Après ça, je me suis dit s'il fait ça, parce qu'en plus on le voit venir vraiment gros comme une maison. Et donc t'as pas du tout été choqué de manière un peu... Bah si, j'ai été grave choqué, mais je le sentais venir. Mais c'est comme il y a quelque chose, il joue un peu avec ça. Et je me suis dit vraiment, si tu fais ça, c'est hyper gratuit. Why ? Et après tout le monde dit genre oui, c'est nihiliste, nanana, ça parle du rapport à la mort. Je me dis non, on a vraiment l'impression d'un ado, pardon, je suis moi-même nabote. Non, mais d'un ado attardé qui pense avoir des grands discours philosophiques, alors que moi j'ai trouvé le film vraiment bête. Et en plus, pour juste terminer,
À la fin, visiblement, les gens qui n'ont pas aimé m'ont dit que c'était quand même de pire en pire. Et là, je fais un mini spoil. Quelqu'un a dit genre ça, je sais pas, la musique, ça tabasse ou ça explose et elle explose sur une mine. Oui. Et là, je me suis dit genre what, enfin, tu fais vraiment ça premier degré, la musique explose et du coup enfin bon bref. Moi, je trouve ça d'une bêtise folle et franchement, je comprends pas la hype autour de ce film. Je Pardon, sais je que suis c'est pas pas mon allé tour, mais je ressens le besoin Si en plus c'est ton tour. de répondre à la critique par rapport au nihilisme. Moi, je pense pas que ce soit un film nihiliste. Je pense que c'est vraiment un film qui parle des Blancs qui quittent l'Europe pour aller faire la teuf et pour se retrouver, mais en fait, il n'y a rien à retrouver. Bah alors attends, juste je fais une mini parenthèse, désolé, je te Y a coupe, pas de mais souci, ma belle. en fait, je suis désolé aujourd'hui. Est-ce que c'est vraiment sur les 3 babos? Parce qu'en plus, là, on parle pas des Blancs expats qui sont riches, qui sont dans des riads, je sais pas quoi. Là, on parle vraiment de 3 babos qui font la fête dans un camion. Je me dis, vu le monde comme il va aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ces gens-là sur qu'il faut faire exploser dans le désert? Est-ce qu'il y aurait pas un truc à... En fait, je trouve ça un peu petit. Mais moi, j'ai de la peine pour eux. Genre, Ah ouais je les vois pas comme des connards. J'ai vraiment de la peine pour eux. C'est-à-dire que je les vois comme des personnes. Clairement, en France, ils seraient au RSA à se faire chier. Bah, ils utilisent leur RSA pour aller à l'autre bout Bah du oui, mais monde. ils les tuent. Enfin, c'est quand même pas très sympathique. Là. On Mais parlait de dignité des T'as pas, personnages. t'as pas vu etc. la fin du film. Du coup, Bah, tout le monde meurt sauf 2, sauf Bah, 1. moi, je trouve que la fin du film est très mélancolique. Je comprends qu'on aille dans le cynisme total et qu'on pense que c'est un film de petits malins. Je le comprends tout à fait. Il y a de ça. Personnellement, je suis une personne pure et naïve qui était juste sur mon siège de cinéma et qui a réagi au film dans un premier degré absolu. Et qui a kiffé. Ouais, cinéma de kiffeur. Encore une fois, J'aurais jamais dû dire ça. je pense qu'il faut pas. Enfin, je sais que c'est aller du côté de l'indigence intellectuelle de dire ça, mais je pense qu'il faut pas totalement intellectualiser le film et que ce que j'ai vraiment aimé, c'est encore une fois, c'est une ride. Je crois que vraiment, je suis sur l'année de la ride. Je devrais peut-être retourner au parc Astérix. Ou à la vu que Foire du Trône. visiblement, Non, mais quand tu dis ride, je pense à Fury Road. Et là, de comparer ce film à Fury Road. Non, mais il y a- désolé, tu vois. J'ai eu c'est les pas mêmes possible réactions devant de les ne deux pas y films. penser. Ah bah, j'ai eu C'est les pas- mêmes c'est- réactions devant les deux films. C'est tellement, Mais c'est tellement une citation que oui, vas-y Laurence. moi, je vous donnerai mon avis sur le film juste après, mais Vas-y, donne. je pense à... En fait... Non mais enfin moi je l'ai pas vu du tout. Je l'ai pas vu. Moi je suis parti du principe. Vas-y, Je suis go. parti du principe qu'en fait la hype me saoulait et j'avais pas envie de le voir. Enfin, ça m'a complètement déchauffé. J'avais vraiment aucune envie de le voir. Je savais ce que j'allais voir en fait avant d'y aller. Mais juste en vous en entendant parler, je me dis en fait ça me fait penser juste à Midsommar quand vous en parlez. Mais je sais pas, ça a peut-être rien à voir. Mais juste je un vois pas groupe trop le de rapport. gens. Ok d'accord. Ça a rien à voir parce qu'en fait il y a ce truc pareil de le groupe de gens qui partent là comme un truc de vacances et ça raconte ça ou pas du tout? C'est un moins peu. scénarisé. Ok. Un peu. Moi, j'ai préféré quand même Midsommar, même si Midsommar, je pense qu'il y a des limites sur ce que ça Super, raconte, Midsommar. etc. Mais quoi? Non, je pense que c'est super. Oui, moi Midsommar. aussi, j'aime Ouais. vraiment beaucoup. Après, je comprends aussi qu'on critique. Enfin bon, bref, on va pas parler de Midsommar, mais non, mais ça, pour moi, ça a vraiment. Non, Ok, c'est pas d'accord. ça. Et me pour demandais. conclure, ce que tu disais sur le jeu des actrices, moi je trouve que cette phrase au début qui cite le Coran fait que le film pour moi ne cherche pas un naturalisme. On est vraiment dans... Déjà on ne sait pas quand on est. Attends, On est la clairement dans caméra- un monde parallèle. Caméra à l'épaule comme ça, t'as le chef-op qui est... Non, mais pardon. Non mais dans désolé, Sorcerer aussi la caméra elle bouge. Hein. C'est pas pour autant que c'est un documentaire. Non, mais d'accord, mais justement, c'est une espèce de. Comment dire? C'est formellement, tu veux donner une impression de réel en faisant bouger cette caméra. On sait très bien, toi-même, tu fais des films. Le chef-op est jamais en train. Oui, mais- Il a pas Parkinson en train de faire. Et en fait, quand tu veux donner cet effet-là, c'est que tu veux donner par la vibration de la caméra un aspect un peu sur le tas, tu vois. Et ça, je déteste ça. Et je trouve que c'est. En fait, le degré zéro de la mise en scène, en fait, fais un cadre, arrête de faire bouger ta caméra. Pour moi c'est comme un D'accord. premier Taz. Faut pas trop y réfléchir. Ah, très En bien. tout cas, on n'aurait pas donné le prix du jury à Cannes. Ça a eu le prix du jury. Ça a eu le prix du jury à Cannes. Ouais. Waouh, ok. Moi, je trouve vraiment le film en fait tellement efficace que justement c'est un truc de petit malin. C'est juste genre ça marche. Mais moi non. en plus, Et je moi, me suis ça me vraiment fascine. fait chier, quoi. Le Ça truc m'a- avec le chien qui mange le caca. Enfin non, je sais Ouais, pas. ouais, ouais. Et moi Bon. je suis ravi que ça fasse autant d'entrées ce film. Et c'est vrai que le film a beaucoup En marché vrai- et c'est quand même une bonne nouvelle. Je me suis dit un peu ça. Je me suis dit, bon, je vais pas le voir, mais pour une fois, si ça peut être un film un tout petit peu plus auteur qui fait autant d'entrées. C'est pas Cédric Et- Jiménez. Hein. Ouais, je Ouais. me suis dit ça. Qui carrément. n'a Bah, pas marché franchement, je d'ailleurs. sais pas.
Alors, si Sirat n'a pas fait boum boum dans le cœur de tout le monde, Elle a taffé ses transitions. T'as vu Il n'y a pas de mauvaise transition. Le film L'agent secret du réalisateur brésilien Kleber Mendonça Filho, lui, a fait l'objet d'un carnaval de critiques positives. Oui, j'ai osé. Prix de la mise en scène et prix d'interprétation à Cannes pour Wagner Moura. Et le film est en course lentement mais sûrement vers l'Oscar du meilleur film étranger. Alors, c'est le film événement de la fin d'année et je crois être une fois de plus en minorité. Un peu lassé et parfois tout simplement perdu par les effets de détournement des codes du film d'espionnage. Moi, dans le genre, j'avais préféré Les Fantômes de Jonathan Millet. Cependant, si vous êtes fétichiste des pieds, il faut foncer car c'est finalement une éloge aux jambes poilues. Samy, tu veux prendre la parole? Vas-y. Je dois avouer que en voyant le film, j'étais très enthousiaste et plus le temps a passé, moins je l'étais. Dans le sens où la manière dont ça reprend tout ce que j'adore, les films d'espionnage, les récits nébuleux à la Inherent Vice ou que sais-je, et en fait, je trouve que c'est un peu trop référencé, peut-être un peu trop HPI. Et après, je trouve que c'est une manière intéressante de raconter l'histoire du Brésil. Mais je vais pas avoir l'air très intelligent en disant ça. Je me demande si j'ai pas préféré l'autre film brésilien qui était sorti au début de l'année. Je serai toujours là de Je Walter serai toujours Salles, là, qui est un ouais. peu l'agent secret officiel. Genre, c'est un peu le film sur la dictature brésilienne officielle. C'est un peu l'agent secret pour les darons, en mode la première partie gros est mélodrame. super. Et j'adore les darons, hein, c'est pas la question. Mais je sais pas, je trouve que. En fait, c'est très bien fait, c'est très bien joué. Il y a des bonnes couleurs, mais j'aurais voulu que ce soit un peu plus nébuleux. J'aurais voulu qu'on me perde un peu plus. J'aurais voulu qu'on aille plus dans le bizarre, dans le mystérieux, ou qu'on aille plus dans l'émotion. Là, finalement, c'est un film qui m'a pas tellement ému, qui est très bien fait. Je vais pas le critiquer. C'est dans les meilleurs films de l'année. Mais Voilà. next, quoi. Alexis. Non, moi je suis pas du tout d'accord. Enfin, en tout cas, pour moi, je crois que c'est un de mes films. Moi, je suis pas trop friande des tops, je sais jamais. Enfin, maintenant, merci Letterboxd et tout, on peut voir ce qu'on voit, puis surtout que ça se mélange avec les autres films plutôt de patrimoine et tout qu'on voit dans l'année. Mais en tout cas, franchement, L'agent secret, déjà, j'avais beaucoup aimé. J'ai pas vu celui qu'il a fait avant Bacurau. Mais moi aussi, juste pour conclure, en Ouais. fait, j'avais beaucoup plus aimé ces films d'avant. Je pense que c'est pour ça que je suis un peu déçu. c'est comment notamment justement celui avant Bacurau, pardon. C'est beaucoup plus fou et beaucoup plus Oui, cinéma moi ça d'exploitation. j'ai adoré. Et ça, j'avais vraiment aimé. Et celui juste avant, C'est un documentaire. Aquarius. Aquarius. Non, c'est pas un documentaire. Non, je parlais de Ah, celui pardon. qu'il a fait juste avant pardon. celui-là. C'est un documentaire. Mais déjà, moi, je l'ai découvert avec Bacurau, que j'avais vraiment adoré. Et justement, moi, je trouve que c'est un cinéaste qui fait un peu tout ce que j'aime dans le cinéma. C'est-à-dire, il y a à la fois, il s'empare du politique. Et effectivement, moi, il y a des choses qui m'échappent parce que je connais pas bien l'histoire du Brésil et de la dictature brésilienne. Mais j'ai quand même l'impression qu'il s'empare d'une histoire. En même temps, c'est pas théorique. Et il va explorer des choses formelles, notamment de se réapproprier un certain cinéma d'espionnage, etc. Mais pas que. Et aussi, pour moi, là où je suis pas d'accord, c'est qu'il y a vraiment de l'émotion. Et en fait, j'aime comment le film, justement, on parlait de générosité. Moi, pour moi, j'ai l'impression que c'est un cinéma hyper généreux et en fait je crois que c'est ça qui aujourd'hui manque un peu, enfin je sais pas si ça manque, mais en tout cas je trouve que justement pour moi c'est l'anti-Sirat. Je trouve qu'il y a un côté presque comment il s'appelle, Ruben Östlund là, et en fait moi là j'ai l'impression que chaque visage qu'il filme, d'ailleurs c'est complètement fou, c'est qu'on se souvient de tous les personnages, notamment il y a une personne qui a une scène, celle qui enregistre finalement les enregistrements qu'on entendra plus tard au présent. Mais il y a cette espèce d'espionne où on ne sait pas trop qui c'est, qui est sublime avec vraiment des cheveux noirs hyper longs, etc. Elle a une séquence, elle l'enregistre, on se souvient d'elle. Il y a aussi la mamie résistante. Et en fait, je me dis, mais comment est-ce possible de transmettre autant d'amour et surtout de croquer un personnage en si peu de temps? Parce que là, tout le monde existe dans le film. C'est très impressionnant pour ça. Il y a vraiment une galerie de personnages. Oui, il y a une galerie. Et on se souvient de tout le monde. Très identifié. On se souvient de tout le monde. Et voilà. Et puis juste, l'ouverture du film est magnifique. Justement, ça commence un peu comme un film de genre. Ouais, et pour moi, et l'acteur, déjà, il est sublime. En plus, il joue super bien. Et comment il se transforme. Et voilà, en fait, il y a aussi une croyance dans le cinéma. Juste, en fait, il filme des actrices.
il les fait jouer. Il y a une croyance. Voilà, il change c'est le même acteur qui joue ensuite le fils 50 ans plus tard, etc. Et moi, c'est des choses. J'aime croire à la puissance du cinéma, à la puissance à la fois formelle et émotionnelle, pardon. Et non, et moi, ce film m'a vraiment bouleversé. Et vraiment, moi, j'aime vraiment. Encore une fois, je leur dis quand il y a des gens qui, en tout cas des réals, qui vraiment tentent de lier politique, émotion et formalisme. Et je trouve qu'il a vraiment, en tout cas, moi, le film m'a vraiment ému à plein d'égards, quoi. Laurence? Non, mais on critiquait les personnes qui avaient déjà leur avis avant d'aller voir un film, mais je pense que je vais adorer. Enfin, je l'ai pas vu moi, et je l'ai repoussé parce qu'il y avait beaucoup à voir sur cette fin d'année, mais j'ai absolument rien à dire dessus, sauf que bon, là, tout ce que t'en dis, Alexis, c'est quand même à 200% tout ce que j'aime, et ça a l'air d'être un cinéma hyper charnel à tous ces endroits. Enfin, je pense qu'il y a aucun monde où j'aime pas, quoi. Non, mais en plus, moi j'étais dans la critique, mais parce que le film a pas si bien vieilli que ça moi, et en même temps, je me dis qu'il faut que je le revoie parce qu'il y a plein de choses que j'aime dedans. Peut-être que notre rencontre n'a pas encore eu lieu. Après, Je me dis la même chose, ouais. J'ai vraiment eu l'effet Résurrection ou Sirat, hein, c'est-à-dire qu'absolument tout le monde autour de moi m'a dit, mais en fait, et les gens qui l'avaient vu en avant-première à Cannes déjà à l'époque m'avaient dit, mais c'est le film de l'année, c'est ce film-là et Résurrection, quoi. Moi, ouais, mais justement, des fois, moi, Sirat, j'y suis allé aussi parce que, en plus, comme ça parlait de teuf, etc. Enfin, tu vois, et je veux dire, j'ai eu la même chose sur l'Agent secret et sur Sirat, et puis parfois, ça, c'est très agaçant, comme pour mon cas sur Sirat, et des fois sur l'Agent secret, en fait, j'ai compris pourquoi les gens étaient émerveillés par le film, quoi. Et d'ailleurs aussi, j'aime comment il lit et il parle du cinéma, enfin notamment toute la question, enfin la sous-intrigue sur les Dents de la Mer, etc. Enfin, je sais pas, avec l'enfant. Non, quand même, je trouve qu'il arrive à entremêler des choses. En fait, je sais pas. Justement, c'est foisonnant. J'aime bien parce que c'est un mot qu'on dit beaucoup, de manière péjorative. Mais moi, je trouve que le film, il est foisonnant, mais dans un flux de générosité et en même temps les choses se font écho et sont hyper cohérentes. Non, j'ai trouvé que c'était assez brillant et je sais pas comment il a écrit ça d'ailleurs. Mais... C'est un film qui a clairement des multitudes et moi, même si je suis un peu déçu, là ça m'a vraiment donné envie de refaire tous ces films, de tous les revoir, parce que notamment nous qui sommes un peu des cinglés du cinéma, il a un rapport à ça qui est à la fois dans la citation, c'est clairement un type très intelligent qui a vu plein de films, et en même temps, son cinéma n'est pas du tout hermétique, quoi. Et ça, je le respecte. Mais oui, c'est ça. Et puis moi, je crois qu'aujourd'hui, quand même, on est en 2026 maintenant. En fait, je me dis, aujourd'hui, quand on fait un film, on est forcément pétri d'images. Et en fait... c'est quand même un peu naïf de penser qu'on va faire un film et inventer de nouvelles images et je trouve que c'est un cinéma qui prend un peu à bras le corps. C'est pas postmoderne, mais c'est juste qu'en fait t'écris un film et en fait t'as l'histoire du cinéma en toi, ou en tout cas de ta cinéphilie en toi, et j'ai l'impression que c'est pas justement petit malin, c'est plutôt que ça fait partie de lui et il utilise ça comme des souvenirs d'enfance ou des émotions qu'il a ressenties, et c'est ça que je trouve très beau. Oui, c'est vrai qu'avec Résurrection, l'Agent secret donne envie de voir des films et d'en savoir plus sur le cinéma. Et je dirais même que peut-être le dernier tombe dans cette catégorie, puisque nous étions au Brésil. Nous remontons vers le Mexique pour discuter d'un film dont le titre est Queer de Luca Guadagnino. Pardon, ça va se taper. Luca Guadagnino, qui est le François Ozon du cinéma artistique américain. Non. Il sort un film par an. Alors, Queer est l'adaptation du roman du même titre de William S. Burroughs, qui suit les errements d'un Américain gay et alcoolique dans les années 50 à Mexico City. On y découvre que oui, les expats gays américains au Mexique sont bien problématiques, surtout lorsqu'ils sont à la recherche de l'ayahuasca. Alors, Daniel Craig livre une performance que je trouve vraiment magnifique et qui a été totalement snobée par la course aux awards, comme d'habitude. Alors, est-ce qu'on dit ecstasy ou extano à Queer? Laurence, vas-y. C'est un grand, grand oui. Moi, Dieu sait que j'aime le cinéma qui est avant tout avec une charge érotique de chaque plan. Si je devais juste résumer, le truc qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est que c'était peut-être la première fois depuis très longtemps, en tout cas avec ce budget-là, avec un budget aussi conséquent que j'avais vu une scène de sexe aussi longue, aussi bien filmée, aussi sensuelle, avec du vrai désir partout, en fait, à tous les endroits. Je sais pas, il y a un truc d'être avec les personnages en prenant c'est un film qui se veut complètement intérieur. Donc on parlait de David Lynch, je trouve que c'est un
un film qui est hyper lynchien dans sa temporalité très mentale. Putain, là, je parle vraiment comme le masque. Mais Non, Dans le cul. enlevé la plume. Dans le cul. là, j'ai enlevé la plume. Mais ouais, non, en fait, moi, je me suis pas posé de questions à partir du moment où, bah oui, ça se veut. En fait, là, je vais reprendre encore ça, mais vraiment une grande kiffeuse. C'est-à-dire que le truc, le film, il infuse comme, je sais pas, un truc de perfusion lente et hyper, comment dire, fiévreux, sensoriel. Enfin, moi, j'ai été attrapé. Je me suis pas du tout ennuyé, mais j'ai été prise par ce truc érotique. En fait, juste la charge érotique, elle a primé sur tout. J'avais pas vu ça depuis très longtemps. Ouais, tout à fait. Avec quand même la scène de trip sous ayahuasca qui est. Et leur extrêmement- corps se mélange. Mais il Les y a corps une se idée mélangent, il y a de quand même mise en scène, ouais. des visions d'images qui sont utilisées. Comment ils ont. Bah, C'est très impressionnant. c'est une idée de mise en scène Ouais. folle. Ouais, c'est une des plus belles idées de cinéma de l'année pour moi. Ouais. Et d'ailleurs, j'ai trop envie de faire un pont. Vas-y, fais Mais un en peu. fait, j'en reviens encore à mon bébé de cette année, Reflet dans un diamant mort. J'adore que certaines des plus belles scènes tournent autour du motif de la peau, comme un truc complètement élastique et détournable à l'infini. Et en fait, c'est Comme deux le manières masque qui différentes. s'enlève dans le film dont tu Ouais, parles. c'est dans. Ouais. Et c'est juste ça se rejoint et ça veut beaucoup dire de pourquoi j'aime autant les deux. Samy. Moi, d'habitude, je suis pas forcément un kiffeur pour tout ce qui est les films de gros baisers. Mais là, je trouvais qu'il y avait une telle mélancolie qui était associée à tout ça que ça m'a vraiment pris, quoi. Après, j'ai lu le livre que j'ai trouvé très dur et qui m'a pas forcément plu. Enfin, c'est un livre très intéressant, mais je pourrais pas dire que vraiment il m'a plu. Mais par contre, j'ai trouvé que c'était une adaptation tellement intéressante, à la fois du livre, à la fois de la vie de Burroughs, comme ce blanc qui arrive au Mexique, qui à la fois est un connard, qui à la fois, d'un point de vue de l'histoire queer, fait un voyage passionnant. L'ayahuasca et les scènes de trip, ça peut être super ringue. Là, c'est pour moi une des plus belles scènes de l'année. Encore une fois, cette scène avec les corps qui fusionnent et comme tu le disais, Laurent, ça faisait longtemps que j'avais pas vu un film, disons-le, vu que ça s'appelle queer, mais c'est quand même très gay, un film gay avec des scènes de sexe à un tel budget qui dure aussi longtemps. Et pour conclure, je dirais que c'est triste qu'il ait été ignoré par tous les awards, parce que pour moi, c'est le rôle de la vie de Daniel Craig, quoi. Vraiment. Il est Ouais. exceptionnel. C'est incroyable, ouais. Et surtout, je trouve que c'est intéressant que ce soit un type qui n'est pas gay, qui ne soit pas gay, qui joue le rôle, vu que Burroughs, il y a tout ce côté de pas s'assumer, d'avoir ce passé hétéro, et je ressens ça dans son jeu, quoi. Je suis presque étonné que ce soit pas un gros fagot, quoi, mais force à lui néanmoins. Alexis, tu veux ajouter quelque chose? Ouais, moi, j'ai pas grand chose à dire sur ce film parce que quand on avait préparé cette émission, parce qu'on a un petit peu préparé, j'avais dit genre, ah non, no way, pas queer, etc. En vrai, je suis complètement d'accord avec vous sur tout ce que vous venez de dire, enfin, presque tout. Notamment, effectivement, les scènes de sexe, je les ai trouvées vraiment incroyables et les deux acteurs sont assez fous. Après, je trouve que le film est... En fait, je pense que c'est... Il y a quelque chose de l'impensé, justement, sur le... Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'est quand même un peu con d'avoir pris ces acteurs-là. Justement, moi, je suis pas tout à fait d'accord sur Daniel Craig, même si je le trouve assez étonnant dans le film. Mais j'ai encore l'impression que c'est un film de studio qui veut montrer des PD et qui sont obligés de prendre des straights. Et je me dis, genre, franchement, on est en 2000... c'était 2024-2025. Et je me dis, je sais pas, il y a un truc que je trouve comme si pour qu'on puisse voir ces scènes-là, il fallait forcément mettre une star, etc. Et je sais pas, je trouve ça un peu dommage. Et puis aussi la question d'évincer la violence. Enfin, désolé, je vais me faire la woke de service, etc. Mais il y a quand même tout le rapport à sa femme. Enfin, en fait, c'est quand même horrible ces scènes, etc. Et en fait, je me dis, c'est marrant c'est étonnant de pas prendre en charge des choses qui sont si contemporaines. Et je me suis dit. En fait, là, c'est comme s'il y avait. J'ai l'impression qu'il n'y a pas réfléchi parce que ça ne l'intéressait pas. Mais Et je c'est me dans le dis, film. Ça, Il y a vraiment le retour du refoulé de ça. Pour moi, c'est dans chaque scène, ça revient dans le film, on le voit dans le film. Mais je suis conne, mais. Et pour finir, je trouve que c'est intéressant d'avoir pris James Bond pour jouer ce personnage, en fait. Ouais, mais en fait, est-ce que c'est pas un truc encore de petit malin? Ah, on va prendre Arnold Schwarzenegger et lui faire jouer une grosse star loose. Non, mais je sais que c'est pas Arnold Schwarzenegger, mais je veux dire. Tu forces. Non. Je sais pas. Laurence? J'ai très envie de mettre des grosses lunettes pour répondre à cette question et de dire, en gros, je trouve que c'est intéressant parce que c'est un film qui se pose vraiment sur
le fait de mettre en scène une relation PD par le prisme du fétiche, mais vraiment dans un sens un peu, je suis désolée, je vais être vraiment la grosse conne de service là, mais dans un sens vraiment hyper littéraire. Et, euh, et en fait, je pense à c'est Laura Mulvey qui écrit beaucoup sur la question du fétiche et qui dit qu'en fait, des fois, le fait de mettre en scène quelque chose de un désir, une sensualité, quelque chose de l'ordre de l'impensé par le prisme du fétiche, ça le rend 20 fois plus fort émotionnellement. Et là, dans le sens, je veux dire, dans le C'est sens quoi le fétiche en dont fait, tu parles? dans le sens de le fétiche de cette relation hyper virile, hyper pédé, avec le corps de tout ce que en fait, tu viens de dire, Alexis, tout ce qui est projeté sur le corps de Daniel Craig. En fait, je pense que c'est un Ouais, film mais qui... justement, c'est pas lui qui est l'objet de regard. Mais- Pardon, c'est pas lui qui est l'objet de regard. Je veux dire, en fait, Quand pour même. moi, ça aurait été. Enfin, l'objet du regard, c'est quand même lui qui est fasciné par ce jeune mec. Mais Et d'ailleurs, ce c'est- jeune mec, ça marche. Mais justement, là, pour moi, c'est une sorte de tata vieillissante. Je sais pas à quoi ressemblait. Merde, l'auteur du. Le nom m'échappe. Rose, pas. il était assez Rose. laid. Bah voilà, et en fait, il y a quand même un truc de, même pour, après, c'est pas comment dire, dans une vérité documentaire, mais je me dis, il y a quand même aussi ce qui est en jeu dans le film. D'ailleurs, il y a l'autre ami qui est censé être un peu moche. D'ailleurs, c'est un personnage dont on pourrait parler aussi, parce que je trouve pas que ce soit, enfin bon, peu importe. Mais en tout cas, il y a quand même ce truc de, c'est quand même un jeune qui a un désir pour un vieux, et en fait, il te met quand même une bombasse, etc. Et je trouve qu'il y a un truc très hollywoodien. Je dis pas que le jeune mec pour qui il a du désir. D'ailleurs, c'est un peu ça qui est raconté. En fait, c'est plutôt un hétéro qui. Enfin, Moi, je pense qu'il y a justement, il y a aussi un truc un peu méta sur Hollywood, sur la facticité. Enfin, c'est tourné à Cinecittà, en studio, toute l'esthétique est quand même vraiment fake, c'est hyper criard. oui, c'est très carte Et donc, moi, j'ai postale, trouvé mais- qu'il y avait mais qu'est-ce aussi qu'il en quelque chose fait Moi, je trouve d'assez que je sais pas ce intéressant qu'il en sur fait de ça. Mais de je- queeriser vraiment une forme de studio hollywoodien. Moi, j'ai vu aussi Bah, ça vraiment. là-dedans. Et ça, j'ai trouvé ça hyper intéressant Bah oui, et mais fait on de est manière. plus au moment du je te code conseille- Ace, tu je te- vois. Enfin, je veux dire, il faut regarder les films avec recul. Enfin, Bah- en fait, j'ai l'impression que c'est tellement des trucs qu'on a déjà fait il y a 50 ans. Je suis grave pas d'accord. Ah bah si. Mais grave Enfin, pas, moi, bah, je suis justement pas avec cette dimension sexuelle, justement pas avec cette charge de désir et ce regard justement sur le passé, cette charge de justement venir contourner une référence, venir la reprendre et justement sur la faisabilité et le côté hollywoodien et tout. Je vous conseille vraiment son interview, le truc de Combini, la vidéo club où en fait c'était la première fois que je voyais un cinéaste sur un budget de cette échelle parler autant en détail de comment justement il prolonge sa vision de ses envies par tout le côté faisabilité, quoi, faire ça en studio de cette manière. Et il explique tout, en fait. Pourquoi il a voulu le faire comme ça, pour raconter ça, Après, pour j'avoue, je le raconter... trouve pas passionnant. Peut-être ce- que c'est aussi ça. Oui. Et puis, il a vraiment une filmographie qui est. C'est un peu fou qu'il sort un film par an qui va un peu dans tous les sens avec des thèmes qui sont récurrents, mais il passe de Challengers à ça, c'est quand même assez. D'ailleurs, moi, je voulais quand même C'est vachement rajouter intéressant, quand que son dernier film, After the Hunt, qui est sorti directement sur Prime, c'est vraiment de la merde et il faut pas le regarder. C'est Eh très bien, problématique, très gênant. Merci Très pour bizarre. cette non-recommandation. Et pour terminer, parce que c'est aussi juste mon actrice préférée, une de mes actrices préférées, et que c'est moi qui donne la parole, Nicole Kidman a joué dans Baby Girl cette année. Alors, objectivement, un film mauvais, si ce n'est presque navesque, où elle joue une boss lady de la tech qui se fait soumettre sexuellement par son stagiaire joué par Harris Dickinson. Pas déplaisant sur le papier, surtout que le terme putassier est vraiment un compliment dans ma bouche d'habitude. Mais là, ça marche pas. Voilà. Donc plutôt que de parler de ce faux film à la Paul Verhoeven, ma question au panel est plutôt celle-ci. On en pense quoi de ce tournant productrice de Nicole Kidman qui met son nom pour soutenir des jeunes réalisatrices, surtout des femmes, dont c'est parfois le premier film qui en fait sont tous plus ou moins des enquêtes autofictionnelles de Kidman qui interrogent son corps, son rapport à la chirurgie et à l'image que l'industrie du cinéma a créée d'elle. Laurence, je crois d'ailleurs que tu as ton petit mot à dire dessus. J'ai mon petit mot à dire. Encore une fois, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse vers une autre chose que j'ai aimée cette année. Mais cette année, j'ai découvert la collaboration de Marlène Dietrich avec Steinberg, où en fait, il y a 5 films. Voilà, Alexis, je sais qu'on est sur cette... et où en fait, Dietrich redéfinit complètement ce que c'est qu'une actrice, le visage d'une actrice, le corps d'une actrice, et surtout à quel point elle est émettrice de comment son rôle est écrit, tout ça. Et en fait, je viens de me faire la réflexion à l'instant que est-ce que c'est pas un petit peu quelque chose qui est en train de se passer avec la carrière de Kidman déjà et déjà en fait dans les années 90 avec tout ce qui se passe autour de son visage, enfin ce qui se passe j'entends dans ma tête quand je vois son visage sur l'écran, pas mais en fait il y a vraiment un truc de l'ordre de
pour moi une actrice qui devient concept d'une actrice. Et encore une fois, je suis vraiment les grosses lunettes sur le nez en disant ça, mais en fait, ouais, elle dépasse le. Je trouve qu'elle interroge vraiment en étant émettrice à l'écriture, parce que je sais qu'elle fait aussi beaucoup de retours d'écriture sur les rôles qu'elle joue et D'ailleurs, elle productrice. écrase quand même un peu les films aussi, parce qu'elle est vraiment sur tous les plans. Ouais, Elle non, laisse mais très vraiment. peu, elle laisse Et très en peu fait, c'est respirer génial. les Et en fait, autres acteurs. C'est génial. Donc, mais Baby Girl n'a pas un plan qui équivaut à l'ambition des 5 films de Sternberg éditrice. Oui, c'est ce que j'allais dire, Mais- parce que tu compares, mais en fait, elle a pas trouvé son Sternberg. Non, c'est et clair. C'est un peu C'est- ça qui est dommage, mais C'est clair que en plus les deux ont toujours appuyé sur le fait que c'était une collaboration et que c'était pas l'un sans l'autre et oui, tout. c'est Donc, ça, c'est ça. mais- Et puis elle aussi, ce qui est assez beau, c'est comme Mandy Etrich, elle parle de la lumière. Enfin, tu vois, elle dit Oui. préparer un plan, c'est comme préparer une scène de crime. Enfin, tu vois, il y a vraiment quelque chose Mais- de aussi de la fabrication de son image. Et moi, je la trouve moins méta. Enfin, en tout cas, peut-être moins consciente Non, de c'est ça. vrai, je Nicole suis- Kidman. Mais dans Baby Girl, c'est vrai que ça va assez loin, même de ses En précédents fait, films, c'est carrément la scène de chirurgie. Il y a vraiment c'est vraiment un double, quoi. En fait, c'est qu'elle conscientise. Je suis complètement d'accord Mais avec je pense toi, qu'elle Alexis. propose pas un regard artistique Oui. vraiment. Oui, je sais pas à quel point D'ailleurs, c'est tu parlais de conscient. Verhoeven, mais ce serait trop bien Bah en oui. fait, qu'elle Mon tourne rêve. avec Verhoeven. Ce serait une collab. Mais c'est qu'elle elle conscientise beaucoup en fait qui elle est. Enfin ouais, c'est juste. Et il y a de l'argent aussi, beaucoup. Ouais. Quand même, d'ailleurs. Ouais, avec Julia Ducournau. Ouf. Samy, tu veux dire quelque chose ou pas? Moi, je trouve ça très intéressant, la carrière de Nicole Kidman, comme une carrière d'actrice qui écrit un peu sa vie. Mais j'avoue que Baby Girl, c'est la limite. Enfin, je trouve que, notamment en termes de représentation de la sexualité, ça n'a aucun intérêt. J'ai pas beaucoup aimé le film, mais Pillions, le film gay, là. qui est Tu pas vois mal. ce que c'est une vie kinky. Enfin, dans Baby Girl, le truc le plus kinky, c'est qu'elle se prend une fessée et qu'on lui dit good girl, quoi. Parce que t'as aimé. Moi, j'ai pas vu Pillions, mais je suis J'ai très pas, trop aimé, curieuse. j'ai pas trop aimé le film, mais j'ai largement préféré à Baby Girl, qui est un film que j'aime pas du tout et qui, je trouve, rend un peu trop évident ce qu'on a dit depuis tout à l'heure, que Kidman essaye d'agir envers sa carrière comme une productrice, mais sauf qu'en parallèle, elle fait plein de séries complètement nulles. À part Expat, qui est une très bonne série sur Prime, mais toutes ces séries Netflix, c'est vraiment affligeant. Et je suis. Peut-être qu'avec sa nouvelle coupe de cheveux, ça veut dire qu'elle va Mais c'est amener sa depuis carrière qu'elle est dans une plus- nouvelle depuis direction, qu'elle est on sait plus, pas. elle est plus avec Keith Urban, qui est devenu Trumpiste. Peut-être Mais, qu'elle va. ouais. Disons, décidément, Tom Cruise. Après, Keith dans Urban, les c'est- années 90-2000, c'est vrai que sa carrière est passionnante et que c'est une actrice qui clairement est très intelligente, très intéressante. Juste, je pense qu'elle mérite un peu mieux que ce film. Ouais, et puis il y a vraiment, moi, un truc qui m'a trop agacé, c'est que vraiment à la 10e minute du film, il y a Dancing on My Own de Robin dans une salle d'afterwork, et c'est vraiment, mais horrible. Et c'est en mode genre, non, mais tu mets cette musique-là et tu me filmes ça comme genre vraiment, mais France 3, TV5 Monde, c'est pas Ah bah, possible. décidément, C'est France littéralement 3, ça- ma chanteuse préférée, mais cette scène est d'un ringard. C'est horrible, c'est vraiment dommage. Donc on arrive sur les 5 films qu'on avait prévu de débattre. Alors pour conclure, je vous propose de vous donner chacune la parole pour une plume et une épine. Un film d'hier ou d'aujourd'hui que vous avez vu cette année, que vous avez aimé, et l'autre que vous avez détesté. Alexis, Ah, c'est quoi ta putain, plume et ton épine? Alors, ma plume, je pense que je vais dire le film de Louise Aymon qui s'appelle L'Englouti, qui est sorti. On adore. Voilà, donc c'est vraiment limite puisque c'est sorti il y a une semaine. Mais bon, voilà, moi j'ai vraiment adoré ce film qui est un film, voilà, qui est juste. Bon, pardon, on bitch sur moi parce que j'arrive pas à me concentrer. Mais non, voilà, j'ai trouvé le film assez étonnant. Justement aussi sur le désir, comment une personne va pleine de pétrie de bonnes intentions, essayer parce que ça se passe en 1900, essayer comment dire, d'apprendre le français à des gens dans un village dans la montagne des Alpes, je crois. Non. Je sais plus, si des Alpes, voilà, qui parlent le patois, et puis finalement comment les choses vont pas tout à fait fonctionner, puisque voilà, en gros elle est pleine de règles et de choses, et elle va se confronter à un monde qu'elle connaît pas, et je trouve que le film il est assez brillamment mis en scène, et aussi l'image est absolument formidable de Marine Atlan, mais je ne suis pas du tout objective. Un très beau film sur la tradition, la modernité, la rencontre et Oui. le clash que ça provoque. Exactement. Une épine.
Et une épine, et ben du coup, je regarde mon Letterboxd, pardon. On enlève Avatar 3 parce que c'est une évidence. Non, mais en plus, moi, alors même si trop c'est hâte de le complètement. Non, En fait, je crois que je vais pas mettre d'épine parce qu'on a parlé de The Schwartz que j'adore aussi, mais en fait, je crois que je vais parler d'un autre film que j'aime beaucoup parce que je ne suis qu'amour. Bien sûr. Du coup, c'est Aimer perdre des frères Guit. Un film belge. Voilà, que j'ai vraiment. Enfin, belge, je crois qu'ils sont quand même français, mais bref, j'ai vraiment adoré et j'ai trouvé que c'était un film assez fou qui, visiblement, est fait avec pas grand chose. Et il y a une idée de mise en scène à la seconde. C'est un film complètement déjanté. Non, pardon, Déjanté. Bienvenue sur France Inter. Ça y est, on est sur France Inter. Voilà, je sais pas, mais je sens que ça me stresse la fin et voilà. Ok. Samy, une plume et une épine. Alors moi, ma plume, ça serait un film qui est un peu passé inaperçu, qui s'appelle La mer au loin de Saïd Amish. Tout à l'heure, Magnifique. on est bien d'accord. Très beau film qui est passé vraiment inaperçu. Ouais, tout à l'heure, on parlait de L'Agent secret comme un film qui utilise le cinéma pour un peu rendre la dignité et réécrire l'histoire brésilienne. Bah, La mer au loin fait ça pour l'immigration maghrébine en France dans les années 90. Immigration qui a vu mon père venir en France. Du coup, pour moi, c'est un sujet assez intime. Mais le film, à la fois, ne rate pas son mélo et toutes ces scènes bouleversantes. Et en même temps, utilise vraiment le cinéma. Enfin, il y a des scènes qui, moi, m'ont fait penser à vraiment du Francis Ford Coppola, du Parrain, du tout ça. Et j'ai trouvé que cette ambition était très salutaire pour un film français qui n'avait pas peur d'avoir l'ambition de raconter toute une génération, de raconter tout un peuple en moins de 2 heures. Et Anna Mouglalis est magnifique. Et d'ailleurs, Anna, si tu nous écoutes en direct, on t'attend dans Le Masque et la plume dans Par les pitié, cris. Anna. Anna, Enfin, s'il je te dis plaît, grave, je serai pas viens. Bah, si tu viendras, si elle s'il vient. te plaît. Anna, viens, on a besoin de toi. Et une épine, peut-être? Alors, moi, je choisis de garder mon épine et de ne pas faire de recommandations. Comme pour Alpha, j'ai pas peur de tirer sur l'ambulance qui est I Love Pérou de Raphaël Quenard. Ne me demandez pas pourquoi j'y suis allé. Vraiment. La réponse est que ça durait que 1 heure. Du coup, je me suis dit, au moins, je pourrais en parler. Et je suis en train d'en parler. C'est vraiment d'une médiocrité abyssale de A à Z. Le film dure 1h10. J'avais pourtant envie de sortir de la salle au bout de 25 minutes. Raphaël Quenard est détestable. Le nombre de blagues sur le viol, le nombre de blagues misogynes, le nombre de blagues racistes, ça ne raconte rien, ça n'a aucune ambition. C'est médiocre. Et je ne célébrerai pas la médiocrité. Très bien. On célèbre pas. Laurence. Alors, j'étais en train de me demander si j'allais garder une épine ou pas, mais en fait, j'ai envie juste de n'être qu'amour. Donc, je vais parler de 2 films que Let's j'ai go. aimés, gentil. parce qu'il y a beaucoup de choses où mon aigreur... voilà, je pourrais mettre Dis mon tout de suite aigreur. que je suis un connard. Mais du coup, il y a Coup tes voix que j'ai vu, qui a été une sortie plus mais oui, je l'ai confidentielle que confidentielle Mais ça, il faut que je- sur l'histoire d'un petit garçon qui passe des vacances d'été chez sa grand-mère en Guyane et qui en fait rêve de faire du tambour. Et du coup, c'est un film sur la musique et sur l'envie de faire la musique et sur du coup les rêves et le fait de rêver et du coup d'être confronté au deuil, parce que du coup il est confronté à au deuil d'un autre garçon un peu plus âgé qui vient de mourir, qui faisait du tambour aussi. Il y a des scènes absolument sublimes. Je crois que c'est un premier film. Et c'est un premier film, je vais pas mentir, assez imparfait, mais en fait tellement beau dans ses imperfections, qui a un rapport au fantastique qui est moi celui que je préfère, parce qu'il y a vraiment 2 choses que j'aime, le cinéma érotique et le cinéma fantastique, mes 2 obsessions. Et du coup, c'est trop beau. Il y a vraiment comme ça des scènes en apesanteur sur fond de musique ambiante et néon dans la nuit. Et il y a des scènes aussi avec comme ça le jeu qui part en presque impro. Je ne sais pas si c'est de l'impro ou si c'est écrit, mais il y a notamment une scène de voiture. J'en dis pas plus, mais Bref, absolument. c'est un documentaire. Hein. C'est un docu. Oui, C'est un docu. Oui, mais sous forme ultra fictionnelle. Ouais, mais je crois qu'il y a. Enfin, remarque peut-être qu'ils ont rejoué des scènes et tout. Moi, c'est ça qui m'a troublé devant le film. Ouais. C'est que j'en suis sorti, j'ai vu que c'était un documentaire et j'étais là. Ok. Ouais. Mais il y a un Mais jeu c'est sur ça la que je forme qui est trouve hyper- passionnant. Oui, c'est ça que je trouve hyper beau. C'est justement, il y a un rapport au réel. Enfin, pour moi, ça sonne. Enfin, c'est un film fantastique presque de A à Z, quoi. Et du coup, mon autre coup de cœur, je l'oublie en temps réel. Ah non, c'est un film qui s'appelle. Et je te regarde, Alexis, parce qu'il faut vraiment que tu le vois. Je pense que je sais pas si tu as vu passer ça. Rats. C'est un Non. film qui est genre juste sorti sur les services de streaming et qui a pas Ah, du tout C'est le fait truc australien. Ouais, Ah, je mais crois. si, je l'ai vu. Tu l'as vu, le truc Ouais, en mode ouais, bien ultra sûr. Un peu camp. les yeux sans visage.
Ah non, pas du tout. C'est Ah pas merde, ça, non. pardon. Non. Raté. Rien à Non, voir. c'est pas ça. Ah bah non, Complètement zinzin. Un espèce d'objet pop, genre on dirait un cartoon avec des plans. En fait, je veux rien dire, mais il y a un plan dedans. C'était la première fois de l'histoire du cinéma que je voyais ce plan-là être fait. Ah. Et genre un plan en mode. Genre où la limite du camp elle est outrepassée et la limite du bon goût et tout, c'est un film en fait où ça pourrait être une sorte de vidéo YouTube comme ça, complètement explosive, complètement pop, et pourtant ça garde sa dimension profondément filmique, un film de cinéma. C'est ouf. Tu trouves ça où? C'est ça, c'est incroyable. Et c'est dispo sur un site, je sais plus sur quoi je Tu l'avais peux vu. peut-être nous donner le nom du réalisateur ou de la réalisatrice? C'est de qui, Alexis? Maxwell Navelansky et Carl Fry. C'est Ok. complètement fou, vraiment. Ok, merci beaucoup pour ces plumes et son épine. Et je termine en conseillant 2 films positifs aussi, parce que je ne suis qu'amour et que j'ai tellement été négative. Non, mais vous me jetez sous le J'ai été bus là! négative. Alors, je conseillerais le film Un poète de Simon Messa Soto, un film colombien qui raconte un poète alcoolique en perdition qui est dans une espèce de maison de poésie, qui enseigne et qui prend sous son aile une jeune adolescente qui habite dans les favelas. Et en gros, il tombe un peu en fascination face à ses poèmes et elle se fait totalement manger, avaler par les institutions culturelles colombiennes. Et donc, c'est un film assez subtil sur la famille, la poésie et aussi sur le colonialisme culturel. Et puisqu'on parle de colonialisme, je conseillerais aussi un film qu'on a failli mettre dans les films à débattre, qui est un film qui pour moi est vraiment très important cette année, Soundtrack to a Coup d'État du bel Joan Grimond-Prez. Je pense qu'on est plusieurs ici à avoir Tout à beaucoup fait. aimé le film. Exactement. C'est un grand film. Il raconte les dessous de l'assassinat du chef d'État congolais communiste Patrice Lumumba et l'ingérence américaine au Congo par les États-Unis, notamment l'utilisation de la CIA des stars de jazz africaine-américaine des années 50 comme Louis Armstrong, comme outil clé du soft power pro-USA contre la montée en puissance du communisme et de l'indépendance du Congo. Donc l'ironie de l'histoire, c'est qu'on enregistre littéralement 3 jours après l'intervention au Venezuela par Donald Trump. Donc il y a vraiment des échos du film avec le présent qui sont très déroutants, Intervention qu'on dénonce d'ailleurs. qu'on dénonce. On Depuis condamne. notre petite position. Donc voilà, c'est un film qui est extrêmement riche en termes d'expérimentation formelle, en termes de travail de la musique, en termes de narration et qui est vraiment essentiel historiquement. Donc tu vas dire quelque Je chose, voudrais Laurence ? juste dire que c'est le plus beau montage que j'ai vu cette année. C'est très impressionnant. Ouais. Et je crois que le film a su trouver son public au fur et à mesure des séances, a été très accompagné en tout cas en France. Donc c'est vraiment important de le voir. Donc c'est ainsi que se termine cet épisode spécial Cinéphole 2025 du Masque et la Plume dans le cul. Un énorme merci à Alexis Langlois et Laurent Saint-Gaudens d'avoir accepté de venir partager leur avis avec nous. Merci à vous. Merci à vous. C'était Merci trop à bien de vous. vous avoir encore une fois. Un grand merci à Station et son équipe de nous accueillir si généreusement dans ses locaux. Merci. Merci. On vous donne rendez-vous le lundi 19 janvier à 20h30 au bar Les Souffleuses pour un nouvel épisode du Masque et la Plume dans le cul où nous recevrons l'autrice Chloé Delhomme, Icône. icône. Bon début d'année à tous et n'oubliez pas, la vie est toujours plus belle avec une plume dans le cul.